façon, on te le dira quand on sera perdu. Alors, Ok. là, on est lost. Ouais. Là, on est foutu. Sachant qu'en plus, t'es sur 2 personnes qui connaissent vraiment rien à l'histoire. Ouais. Je pense Alors, que. c'est la préhistoire. C'est la du Eh coup. ben, en Mais plus, c'est c'est ça encore le pire. pire. C'est-à-dire que C'est déjà. très très différent de l'histoire. Donc, Franchement, je peux Déjà. remonter à peu près fin 19e, mais pas plus loin. Genre. On est beaucoup, Ah ouais, c'est- on est vraiment beaucoup plus loin. on est très très loin. Ouais, moins 3 millions. Bon, ça va, c'est quoi? Non, quand même pas. Moins 30 000. Moins Enfin, en tout 30 cas, 000. ma période à moi, c'est moins 30 000. Vas-y, lance. C'est C'est un peu le running gag. J'attends le jour où Laura lancera le podcast un jour. D'accord. ouais, c'est Pour ça. l'instant, elle veut pas le faire. Et bonsoir Laura. Et bonsoir, Robin. Et comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Taisez-vous en compagnie de Anaïs. Salut. Comment ça va? Ben, ça va très bien et je vous remercie de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là. Bah, c'est normal. On reçoit du coup Docteur Vignoble, c'est ça? Vignol, oui. Vignol, pardon. j'ai bouffé le mot. Je l'ai pas écrit sur, Le je l'ai pas écrit sur mes notes. Là. Les parents Non, mais c'est une viticulteurs, blague qu'on ne m'a jamais faite. donc. Je suis désolé de te rappeler tes traumas. Pardon. Quand tu viens du sud-ouest, bon. Ah, Ouais, je suis désolé. Voilà, j'ai lu vite, j'ai pas noté. Je me suis dit, de toute façon, je le dirai pas. Je me suis dit, mais ça peut être bien de dire docteur machin. Ouais, voilà. Prochaine fois, je noterai, je le prendrai en note. On te reçoit du coup dans le cadre de ta thèse. Alors, on a essayé de chercher dans quoi ça se classait. C'est une thèse en quoi au final? Alors, c'est une thèse en préhistoire. Ok. Donc, c'est une toute petite spécialité à l'échelle de l'Université de Bordeaux. On fait partie de la plus petite école doctorale qui est l'école doctorale des sciences et environnement. Et donc, nous, on est une des spécialités de cette école. Voilà. Ah, mais c'est du coup, ça vient de la science et de l'environnement. Ça vient pas plutôt d'un cursus historique ou quelque chose comme ça. Exactement. En fait, historiquement, la préhistoire, le laboratoire de préhistoire de Bordeaux, à la base, c'était un laboratoire de géologie du Quaternaire, en fait. Donc, c'était des gens Quaternaire ? Oui. Alors, le Quaternaire, c'est en gros la période la plus récente de l'histoire de la Terre, qui commence il y a environ 2,6 millions d'années. Et qui... Hier matin, quoi. Voilà. Mais qui est, en gros, c'est là où on commence à avoir Donc, c'est une période froide, globalement. Et c'est une période qui voit des alternances entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, là, aujourd'hui, on est dans la période... Donc, alors, bon, il y a des débats qui disent qu'on est dans l'Anthropocène, qui est une nouvelle période climatique qui commence à partir du moment où les activités humaines ont commencé à influencer le climat et tout ça. Mais en gros, on est dans une période chaude, dans ce cycle de glaciaire-interglaciaire. Et donc, moi, la période que j'ai étudiée dans ma thèse, qui appartient au Paléolithique supérieur, c'était dans une période glaciaire qui s'est terminée il y a environ 10-12 000 ans. Voilà. Alors, on va préciser de suite, Laura et moi, est-ce qu'on est bon en histoire? Du tout. Du tout. Moi, la dernière fois que j'ai fait de la géologie, c'était en licence. Ah putain, oui. Voilà, donc ça remonte à très très longtemps. Je me souviens d'avoir léché des cailloux dans des TP et c'est tout. T'as léché des cailloux? Oui, bah oui. Vous léchez des cailloux? Alors... Mais attendez, parce que c'est nous les mecs en audiovisuel qu'on prend pour des tarés, mais vous léchez des cailloux. Mais c'est parce que s'il y a un goût salé, c'est je sais plus quelle molécule. C'est le gypse. C'est pour distinguer des trucs qui se ressemblent. Et le gypse, c'est le S? Peut-être. Ok, bon alors du coup, tu nous as parlé de ta période que tu vas étudier. Donc, on rappelle du coup le titre de ta thèse. Trajectoire technologique et dynamique de niche éco-culturelle du Gravétien moyen au Gravétien récent en France. Oui. Pouah. Beaucoup de choses à expliquer. Mais tu nous disais déjà que c'était une période que tu avais étudiée sur le Paléolithique supérieur. Tout à fait. Donc, le Paléolithique supérieur, pour rappeler grosso modo ce que c'est, donc c'est une période qui commence il y a environ 45 000 ans et qui s'est finie donc il y a environ 10 000 ans.
et qui, pendant laquelle on a donc en Europe et dans le monde entier Homo sapiens, donc c'est notre espèce, qui est l'espèce quasiment exclusive à l'échelle de tout le globe. Donc on n'a plus par exemple d'hommes de Néandertal, ou en tout cas c'est devenu très très rare. Et donc voilà, et donc moi du coup la période que j'ai étudiée, ça s'appelle le Gravétien, et c'est une période qu'on a définie sur la base des types d'outils en silex. Ok. Ok. Donc, vous savez quoi de différent des autres? Alors, c'était en silex. Non. Alors pendant toute la préhistoire, en fait, on a des outils en silex. Je pense que des pointes et puis des lances. Laisse-moi tranquille. Et des fléchettes. Bah, vous voyez tous que c'est un biface déjà. Oui. Bah voilà, un biface, c'est un type d'outil en silex. Enfin, pas forcément. D'ailleurs, ça peut être dans d'autres roches, mais les préhistoriens, historiquement, ils ont surtout étudié le silex. Et donc, au Paléolithique supérieur, on a le développement d'un type de production d'outils qui est plutôt axé sur la production de grandes lames, comme des lames de couteau, en fait. Ok. Pardon. Je m'étouffe toute seule. Et alors que dans la période juste avant, qui s'appelle le Paléolithique moyen, où on a Néandertal, on est plutôt sur la production d'éclats. Donc, c'est des pointes de flèches qu'on voit là, oui. Que tout le monde connaît, qui sont taillées en mode... Par exemple, ça peut être ça, oui. C'était moins précis comme travail, peut-être pendant le Paléolithique moyen? Alors, ça reste précis, mais d'une autre manière. Okay. En fait, c'est simplement différentes manières de concevoir les outils. Et en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme outil, en fait, et en fonction de nos activités, on va avoir différentes façons de créer. Enfin, en fait, il n'y a pas de façon plus efficace que d'autres, par exemple, pour faire un outil qui va couper de la viande, quoi. Il y a juste plusieurs façons qui sont en fait des variations culturelles. Voilà. Et donc moi, c'est ça que j'ai étudié dans ma thèse, c'est eh bien, les raisons pour lesquelles, les potentielles raisons pour lesquelles on a des différences comme ça entre les outils en silex et leur mode de fabrication au cours du Paléolithique supérieur. Et plus précisément, au cours du Gravétien. Okay. Je te laisse boire et après je te poserai les questions. Je te vois avec ton verre d'eau. Voilà. Et les couteaux, les lames qui ressemblent à des couteaux, l'usage qu'ils en faisaient, c'était quoi? Est-ce qu'ils s'en servaient pour faire mettre au bout d'un pic et faire des lances, ou est-ce que c'était vraiment un usage de couteau pour dépecer les animaux ou couper des trucs, tuer des gens, j'en sais rien. Oui, bah alors c'est une bonne question. On se voit beaucoup pour tuer des gens. Ça vient vite en général, hein, c'est pas très longtemps. Voilà. Alors j'avoue que les preuves de tuer des gens, elles sont un peu plus dures à trouver au Paléolithique supérieur. Mais disons que en fait, une fois qu'on obtient ces lames, ces lames de couteau, on va pouvoir les transformer dans plein de types d'outils différents. Par exemple, on va pouvoir effectivement les transformer en pointes pour les utiliser comme des armatures de chasse. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre par exemple un piquet et on va mettre la pointe au bout, ou alors on va la coller sur le côté. Enfin voilà, on a plusieurs aussi types d'armes de chasse un peu composites comme ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs matériaux. On a du silex, du bois ou de l'os. Et on peut aussi le transformer, par exemple, pour créer une sorte de petit burin qui va nous permettre de graver des choses, par exemple. On va aussi pouvoir utiliser ces lames telles quelles pour, comme tu disais, faire de la boucherie, récupérer la peau. On va pouvoir aussi créer des sortes de petits grattoirs qui serviront à racler la peau. Ouais. Puisque voilà, quand on dépèce un animal, on a une couche de graisse qui reste sur la peau, et si on veut l'utiliser, il faut la gratter. Voilà, donc il y a vraiment toute une variété très importante d'outils et d'usages. Et pour chaque type d'outil et type d'utilisation, on peut avoir différents outils, différentes façons de faire en fonction des groupes humains. Ok. Voilà. Et dans cette période-là, on est sur une période où les gens sont sédentaires ou pas du tout? Où l'agriculture, ça existe déjà? Parce que pour moi, les dates, vraiment, perdues. Aucune idée. Non, mais c'est une bonne question. Alors, du coup, donc, le Paléolithique, c'est vraiment la
période pendant laquelle on a plutôt des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ok. Donc les chasseurs-cueilleurs, c'est des groupes humains, c'est un type d'organisation qui repose sur la chasse et la cueillette comme principal moyen de subsistance. Et donc ces groupes-là sont plutôt nomades. Après, il y a une grande palette de types de nomadisme. On peut être plus ou moins nomade. On a même des groupes de chasseurs-cueilleurs qui peuvent être ce qu'on appelle semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ont des campements qui sont quasiment sédentaires et d'autres campements où en fait ils vont beaucoup bouger pour aller chasser, par exemple, pendant plusieurs jours. Et ils vont bouger leur camp de base plus rarement, quoi. Donc voilà, l'agriculture, ça apparaît vraiment beaucoup plus tard, vers 12 000, 11 000 ans, au Proche-Orient. Et après, ça s'est diffusé ou c'est apparu dans d'autres zones plus tard. Ok. Bah, c'est bon contexte. Oui, mais j'ai besoin de me situer dans ma tête à quoi ça ressemble, en fait, de visualiser à quoi pouvaient ressembler ces gens. Donc, en plus, là, on est en ère glaciaire, donc en gros, ils sont couverts de peau de bête en continu et il fait genre méga froid. Et il y a de la neige partout. Ouais, donc moi, j'aurais pas vécu à cette période. Non. non. Pour vous donner une idée, pour vous représenter, la calotte de glace qui est maintenant au pôle Nord, elle arrivait jusqu'en Angleterre, elle recouvrait le Danemark, le nord de l'Allemagne et tout ça. Donc, la Scandinavie. Donc tout ça, c'était recouvert par des mètres et des mètres de glace. Super. Voilà. Et vous aviez tous les vents qui arrivaient depuis la calotte et Youpi. qui soufflaient sur l'Europe. On a des idées de température qu'ils faisaient Moins 8000. Oui, dans ma tête, oui. En vrai, du coup. Alors, j'avoue que... Alors, les reconstitutions de température, on peut se baser sur plusieurs indices pour les reconstituer. Mais par exemple, un des indices dont je me rappelle maintenant et que je peux vous expliquer, c'est la présence du permafrost. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du permafrost. Tu peux l'expliquer. Tu peux l'expliquer parce que pour moi, c'est le truc d'encore. En gros, le permafrost, c'est l'eau qui gèle dans le sol quand il fait froid. Donc, par exemple, aujourd'hui, en Sibérie, on a du permafrost où en fait, on a l'eau qui est constamment gelée tellement il fait froid dans le sol. Ok. Et en gros, on va avoir une variation saisonnière de l'épaisseur de cette couche de gel parce que l'été, il fait chaud. On a des températures positives. Donc, en fait, il y a une partie de cette couche de glace qui va fondre. Okay. Et ça va créer un peu des sortes de trucs un peu marécageux parce qu'il y a plein d'eau et tout ça. Et l'hiver, ça regèle. Donc là, ça nous dit qu'en gros, on a des températures négatives l'hiver et positives l'été, a priori. Les traces des collègues géomorphologues ont pu déceler de permafrost les plus au sud. Ça peut être, par exemple, dans les Landes. Mais c'est surtout au niveau du bassin parisien. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, dans les périodes les plus froides, on a eu du permafrost au moins du coup, peu. On peut dire qu'il faisait à peu près la température qu'il ferait maintenant en Sibérie, à Paris et dans les Landes. Voilà. Incroyable. J'aurais pas pu vivre cette période, c'est non, sûr. Mais non, c'est sûr que non. Impossible. Ou seulement sur l'équateur, c'est tout. Vraiment, le point chaud. Dessus. Le Sahara, c'est chez moi, franchement. C'est mon slogan. Tente, c'est bon. Et j'allais te demander, du coup, parce que c'est une question que je pense qu'il vaut mieux qu'on pose en préambule, comment vous arrivez à étudier un truc qui s'est passé il y a 20 000 ans? Pas la question la plus simple. Je sais que c'est pas la plus simple, mais c'est forcément parce que j'ai tellement entendu plein de vannes de gens qui disaient, les mecs qui disent ah ouais, Néandertal il utilisait ça pour faire ça. Tu fais mais d'où tu sors cette information? Comment tu peux le savoir? C'est ça qui me fascine. Ouais. Alors, par où commencer? Je suppose que vous avez un peu de l'étude de carbone 14. Alors déjà oui, effectivement, en ce qui concerne les datations. Donc pour savoir à quelle période on se situe, donc ça c'est ultra important. On a trois principaux
outils. Ouais, voilà, outils. Donc la première chose, c'est l'histoire de la recherche. C'est-à-dire qu'on a vraiment, depuis au moins 150 ans, ou un peu plus peut-être, des préhistoriens qui ont fouillé des sites, qu'on appelle stratifiés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches qui se superposent. Dans le sol, tu veux dire? Ouais. C'est ça. Et qui correspondent à des cultures archéologiques différentes. Et donc là, on va pouvoir se dire, bon, bah voilà, telle culture est avant telle culture, qui est après telle culture, etc., etc. Donc ça, c'est une première solution. Ensuite, la seconde façon, c'est d'utiliser le carbone 14, effectivement, pour des périodes plutôt récentes, jusqu'à 45-50 000 ans. Parce que... Récente. Avant... Non, mais les échelles de temps, tout est relatif. C'est une méthode qui ne marche pas pour les périodes très anciennes. Ouais. Mais on a d'autres outils pour dater des trucs plus anciens. Par exemple, un truc que je trouve super cool, c'est qu'au Paléolithique moyen, donc pour Néandertal, il y a des chercheurs qui sont capables de dater la dernière fois que des grains de quartz ont vu la lumière du jour dans le sédiment. Et c'est hyper stylé. Ah, comment c'est possible de faire ça? Ouais, je sais pas trop, mais... Là, c'est une technologie qui me dépasse. Mais sinon... Mais c'est incroyable. Bah ouais, c'est trop cool, je trouve. Bref, c'est fou tout ce qu'on peut faire, quoi. Mais voilà. Et puis la dernière chose, en fait, c'est d'essayer de retrouver des événements climatiques particuliers. Par exemple, on va avoir certaines éruptions volcaniques bien connues. Si on retrouve une couche volcanique qui est de telle date, par exemple, machin, on va pouvoir dire, ok, bah, là, on a cet événement volcanique, donc ce qui est après, bah, c'est plus récent, et ce qui est avant, c'est plus ancien. Okay. Donc c'est... Et voilà, et puis il y a plein de... Bon, voilà. Ok, et globalement, vous faites des carottes dans le sol et vous récupérez, vous faites alors ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Alors pas tout à fait, non. Du coup, les préhistoriens, on travaille plus sur des sites archéologiques. Okay. Où en fait, on va fouiller... donc il y a plusieurs types de sites. On va dire qu'il y en a deux principaux. Il y a des sites plutôt qu'on appelle en abri sous roche ou en grotte. Donc où là, en fait, on va plus souvent avoir des sites stratifiés avec plusieurs couches. Par exemple, il y en a plein en Dordogne. Si jamais vous passez vos vacances là-bas, vous pouvez en visiter plein. C'est Lascaux ou des trucs comme ça ou... Alors Lascaux, c'est un peu plus particulier. C'est un site orné, une grotte ornée, qui avait une couche archéologique, mais c'est un site qui est peu, on va dire... la richesse en outils est moins importante, quoi. Okay. Ça a été beaucoup retravaillé par l'homme depuis... Non, c'est pas ça. Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs pour Lascaux. Alors, c'est pas ma spécialité, ce site, mais ce que je sais, c'est que déjà, quand on a découvert la grotte, en fait, on a pas mal fait d'aménagements pour le tourisme qui ont détruit une partie des couches. On a aussi des couches qui ont été fouillées de façon expéditive, on va dire. Et donc, c'est un peu difficile d'étudier ce site, enfin de façon précise en tout cas. On a toujours quelques collections et tout ça quand même. Mais voilà. Et voilà, donc on a les sites, donc, comme je disais, les sites en abri sous roche stratifiés. Et après, on a aussi des sites qu'on appelle plutôt de plein air. Où en fait on va retrouver, alors c'est assez rare, mais on peut retrouver quasiment la même organisation spatiale des vestiges qu'il y a 30 000 ans, avant que le site soit enfoui. Voilà, un peu comme une sorte de Pompéi, pour simplifier. Vous grattez et après vous retrouvez des trucs et vous descendez et vous retrouvez d'autres trucs. Alors là, on est à telle époque. Ah, on descend, là, on est à telle époque. C'est ça. Et genre, tiens, il a taillé son silex ici. Ah, mais il a utilisé son outil dans une autre zone. Et waouh, c'est trop stylé. Ok. On est à moins 10 000 ans et à moins 10 000 mètres aussi. Non, pas aussi profond, je sais. Ok. Et le Gravétien, ça correspond à quoi par rapport à la période en question ? Alors, le Gravétien, donc, c'est une subdivision du Paléolithique supérieur. On a donc 3 critères, généralement, qu'on utilise, principaux, pour déterminer si un site est gravétien ou pas en Europe. C'est une culture archéologique qui est uniquement en Europe.
Donc, on va avoir d'une part un type de pointe en silex qui est assez particulière, qui s'appelle une pointe de la gravette. Donc, c'est de là que vient le terme gravésien. Et c'était des pointes, en fait, qui sont assez pointues et un peu en forme de pointe, ovale à la base, quoi. Okay. Et qui étaient probablement, donc c'est pas sûr pour tous les types de pointes de la gravette, mais probablement elles étaient plutôt utilisées comme des pointes au bout d'une lance, d'une sorte de lance ou d'une sagaie, enfin voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que on a des représentations, enfin des façons de représenter un style graphique, voilà, on va dire, assez spécifique de cette période, notamment pour représenter des femmes, quoi. Ce qu'on interprète comme des femmes. Je pense que vous avez tous entendu parler de la Vénus de Prasenpouy, c'est la petite dame avec une capuche en ivoire. Un peu ronde. Non, c'est pas celle qui est ronde. Non. Alors il y a aussi. Il y en a une qui lui ressemble. Il y a celle qui est fine et grande et la petite. Oui, la fine et grande. Alors je pense que tu parles de la Vénus de Lespug et effectivement c'est. Il y a moyen, oui. J'ai pas les noms. Il y en a plein de façons de Vénus, mais c'est effectivement c'est des Vénus qui ont donc, des Vénus, c'est un nom que les préhistoriens leur ont donné, mais on ne sait pas du tout ce que ça représente. Elles ont généralement des grosses fesses, des gros seins, et elles ont des membres un peu atrophiés et une tête toute petite. Je vois. C'est une sorte de masque en maille qu'elles ont un peu sur la tête ou... Alors ça, c'est... justement, c'est la Vénus de Prasenpouy, c'est le petit visage avec l'espèce de capuche. Ok, ouais. Mais elle, après, elle a un style quand même assez... ovni, on va dire, par rapport aux autres. Ah, ok, Vénus. d'accord. Et puis le dernier critère, c'est que c'est une période où on retrouve beaucoup d'inhumations. Donc on retrouve en fait des sorte de momies. Des tombes. Non, pas des momies, mais des squelettes qui ont été inhumés. Et en fait, ça, c'est assez rare au Paléolithique supérieur. Généralement, on trouve plutôt des restes un peu isolés, des dents. On retrouve pas des corps. Un corps entier, bien. Vraiment, là, il y a des sépultures. Enfin, c'est un peu du. Voilà, on est vraiment sur un culte aux personnes qui sont décédées. Enfin, pas un culte, mais un traitement. Ouais, c'est ça. Un traitement de la mort particulier. Oui, particulier et surtout qui se conserve parce qu'il y a plein de traitements des morts qui ne se conservent pas dans le registre archéologique. Par exemple, si vous laissez un corps en décomposition dans la nature, vous avez très peu de chances de le retrouver 30 000 ans plus tard. Par contre, si vous l'enterrez avec des perles, avec un linceul qui maintient le corps, d'une certaine façon, vous allez peut-être augmenter les chances de ce corps d'être découvert plus tard, quoi. Ok. Donc voilà, si vous voulez rester dans la postérité, vous savez quoi faire. Finalement, inhumez-vous. Voilà. Faites-vous découvrir par les archéologues du futur. Oh. C'est ça. J'ai un peu envie. Les gens qui m'écoutent ça, enfin, mais moi aussi, je vais me faire découvrir. Mais de ouf. Tu leur mets des J'ai envie écriteaux, dans 20 000 ans, on me redécouvre. Qu'est-ce que c'était ? Un truc bizarre. Un mec. Bon. Peut-être. Hein. Je sais pas, regarder la taille de la tête. Ouais, mec, ouais. Un bon mec. Bien européen. Ok, et moi, le truc qui me pose question, c'est qu'est-ce que tu entends par des niches éco-culturelles ? C'est éco pour écologie ? Oui. Ok. En fait, pour résumer la problématique de ma thèse, c'était en fait d'essayer de voir l'influence du climat et de l'environnement sur l'évolution culturelle, justement, de ces façons de fabriquer des outils en silex. Et plus particulièrement, moi, je me suis plus focalisée sur les armes de chasse en silex, donc comme les pointes de la gravette, par exemple. Et donc, pour ça, j'ai utilisé un outil qui s'appelle la modélisation de niches écologiques qu'on a transféré à l'archéologie. Et moi, je sais ce que c'est, mais il va falloir lui expliquer ce que c'est une niche écologique. En gros, à la base, une niche écologique, c'est l'ensemble des conditions environnementales dans lesquelles une espèce
peut survivre et se reproduire indéfiniment. C'est ça. Ok. Donc, c'est la place qu'occupe l'espèce dans l'environnement et elle est adaptée à cet environnement. Ok. Elle a les ressources nécessaires pour survivre et se C'est ça. reproduire et donc refaire des enfants et machin. Exactement. Et quand il y a des grosses catastrophes climatiques ou des gros problèmes, des fois ça libère des niches écologiques parce que justement il y a des espèces qui disparaissent et ça laisse de la place à d'autres espèces qui vont être plus adaptées pour évoluer dans ce nouvel environnement. C'est ça. Et du coup, par exemple, là, actuellement, qu'est-ce qu'on décrirait qui fait notre niche écologique ? Nous on est bien implantés. Alors, a priori, la niche écologique de Homo sapiens, elle est très très large. Ok. Et en particulier grâce à nos adaptations culturelles, en fait, qui nous permettent d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire. Faire. Par exemple, tout simplement la création de vêtements. Sans les vêtements, on ne pourrait pas vivre dans des climats tempérés, froids. Voilà, c'est un exemple. Après, donc nous, en fait, on a plutôt utilisé des outils que les écologues utilisent pour modéliser ces niches, donc c'est-à-dire pour en fait identifier ces environnements dans lesquels une espèce peut survivre. Et on a essayé de faire la même chose pour des cultures archéologiques, c'est-à-dire qu'on a essayé juste de repérer, de déterminer quels sont les environnements dans lesquels tel type d'outils, par exemple, et d'adapter est retrouvé. Okay. Il n'y a pas nécessairement une notion d'adaptation, mais c'est plus en fait l'idée de comparer en fait des groupes humains qui ont la même pratique culturelle pour la fabrication, par exemple, d'un outil, ou alors on peut aussi imaginer pour l'art, par exemple, la même façon de représenter tel type d'animal. Voilà. Ok. Et toi, tu étais concentrée sur uniquement l'Europe ou tu étais sur d'autres... et tu as comparé des populations qui étaient sur d'autres continents ? Alors moi, du coup, je me suis focalisée vraiment sur la France. Ah oui, donc vraiment très que... local. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, le Gravettien moyen et récent, c'est donc deux subdivisions du Gravettien. On fait beaucoup de boîtes en préhistoire. Oui. C'est des grosses boîtes quand même. Et donc ça, ce sont des... Enfin, en tout cas, les industries lithiques, donc c'est-à-dire les outils, leurs modes de fabrication que j'ai étudiés, sont vraiment spécifiques à la France. Et également, il y a, pour le Gravettien moyen, on a un petit peu dans le nord de l'Espagne, dans le nord de l'Italie. Okay. Et pour le Gravettien récent, on a aussi quelques sites en Allemagne. Voilà. Okay. Mais du coup, je me suis principalement focalisée sur la France, puisque la majorité des sites sont en France. J'ai une question, peut-être que tu sais pas, mais en termes de population, ça représentait combien de centaines, milliers de personnes, je suppose? Ils étaient 12. C'est que j'ai... Un par pays en Europe. En fait, comme c'est pas très étendu et que la transmission culturelle, du coup, elle n'est pas allée très loin, je me dis qu'il devait pas être des milliards, parce que sinon, à un moment donné, ça se serait répandu. Ça part bien sur plus, autre chose. en fait. Alors, très honnêtement, je peux pas répondre, parce que je trouve que c'est très compliqué d'estimer la démographie en préhistoire, parce que déjà, les sites qui nous arrivent sont tellement rares. Et puis après, il y a toute la question de la précision chronologique, des dates qui, en fait, ne sont pas très précises. Des fois, on est à 500 ans près. Oui. Donc, voilà. Ça reste des fourchettes un peu larges. Donc, j'avoue que je ne vais pas pouvoir répondre, mais voilà. Elle ne veut pas donner les chiffres. C'est un complot. Je sais qu'il y a des études qui proposent des chiffres et tout ça, mais j'avoue que je ne me souviens pas. Ok. Et tu gagnes combien par mois? Pour cacher l'information, tu veux dire? Ah, voilà. Et en termes d'animaux, il y avait quoi? Qu'est-ce qui a disparu? Il y a sûrement des espèces qui ont disparu depuis, ou des trucs... on était sur quel genre d'espèces que côtoyaient ces personnes? Alors, du coup, pareil, ça dépend vraiment des régions. Après, dans les sites archéologiques du Gravettien moyen et récent, en tout cas pour tout ce qui est au nord de la Garonne, on retrouve principalement du renne. Donc, d'accord. Voilà. Les gens, ils étaient très à fond sur le renne. Le renne, c'était l'équivalent du poulet, tu veux dire? Ouais, mais vraiment. Okay. C'est le mouton, en fait. C'est le mouton, plutôt. En plus, c'est hyper débile. Donc, d'accord, donc vraiment, c'est vraiment, le mouton. Ouais.
Est-ce que c'est une des causes qui aurait pu faire disparaître du coup cette espèce en Europe, ou c'est aussi le climat qui a fait que c'est une espèce qui est repartie plutôt vers le nord après? Alors pour le renne, pour le coup, c'est vraiment une question de climat. Ouais. C'est une espèce qui est adaptée à des climats plutôt froids, voilà, de toundra, steppe et tout ça. Type Canada et compagnie, quoi. Ouais, Canada, Scandinavie. Sibérie. Voilà, ouais, exactement. Après, voilà, il y a plein d'autres espèces aussi qui étaient là. On les retrouve moins fréquemment dans les sites, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas fréquentes. En fait, des fois, il y a aussi une question du choix des groupes humains de se focaliser sur une espèce parce que peut-être qu'elle est, je sais pas, qu'elle est plus facile à chasser, ou que parce qu'ils ont une croyance de il faut pas chasser tel animal, il faut chasser tel animal. Enfin, on ne sait pas. Oui, en termes de représentation, tu veux dire, même en termes de dessin, qu'est-ce que tu peux retrouver peut-être qu'il y a certaines espèces qui n'étaient pas représentées parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux, ni d'un point de vue chasse, ni d'un point de vue culturel, et du coup, oui. Alors oui, c'est possible aussi. Pareil, alors ça, c'est toujours des hypothèses un peu qu'on garde un peu à l'esprit, parce que ça nous permet de ne pas interpréter cette abondance du renne comme en fait, il n'y avait que des rennes. Il y avait que des rennes. Ce n'est pas le cas. Il y avait le Père Noël, il y avait plein de traîneaux partout. Il y avait des rennes, et voilà. Comment ça, c'est Néandertal qui a buté Noël? Mais ouais, il y avait aussi par exemple des bisons, il y avait du mammouth aussi. Ah, on est encore sur une période avec les mammouths. Ça a disparu quand, le mammouth, à peu près? Ok. Je sais pas exactement, je pense vers 10 000, un truc comme ça, quand il a vraiment commencé à faire chaud. Ok. Mais je sais pas, il faudrait vérifier. Et ouais, du mammouth, du bison, on a du cheval. On a aussi, dans des environnements plus montagneux, on peut avoir le bouquetin. Il y a aussi des carnivores, par exemple le renard, voilà, des blaireaux. Plutôt quand même des animaux qui sont encore fortement présents en Europe. Bon, mis à part le mammouth, bien sûr. À part ceux qui sont très adaptés au froid, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, ou à des environnements très stépiques, en fait. Puisque là, on est plutôt, enfin, en tout cas en France, on est plutôt sur des environnements un peu forestiers, plaines et tout ça. Et donc, on a plein d'espèces qui sont plus là. Et puis bon, après, avec l'anthropisation, on a évidemment certaines espèces qui ont plus d'espace ou quoi. Mais voilà, et... Oui, en gros, je pense j'ai à peu près tout dit. L'anthropisation, c'est le fait que l'homme ait pris la place oui, voilà, c'est dans le fait dans la nature. On transforme de plus en plus l'environnement. Pour nous, quoi. Pour que ce soit adapté à nous-mêmes et à nos pour l'homme. C'est ça. Voilà. Ok. Bah écoute... C'est très intéressant. On a fait le tour de ta thèse, tu penses, là? Oula. T'avais l'air de dire, voilà. Je t'avoue, mais il y a 10 000 ans, quand même. Non, oui, oui, enfin, après, dans ma thèse, j'ai fait plein de trucs. T'as soutenu, surtout? Oui, j'ai soutenu. Et on n'a pas parlé de ça. Ouais, enfin. Ça s'est passé comment, ta soutenance Alors, franchement... je pense que c'était un des jours les plus intenses et les plus beaux de ma vie, en fait. Et parce que je me suis tellement donnée à fond et tout, et j'ai tellement tout donné, en fait, que c'était vraiment la consécration de tout mon travail pendant 3 ans. Et surtout, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire une thèse et que j'étais à fond sur ce sujet. Donc, en fait, il y a vraiment eu un côté... j'ai enfin atteint mon objectif de vie et tout. Trop bien. Donc, ouais, c'était vraiment super. Voilà. Après, la redescente a été très rude, du coup. Ah ouais. Parce que du coup, c'était tellement intense et j'avais tellement mis d'énergie là-dedans que après, j'étais un peu là, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie L'équivalent d'une dépression postpartum sur une thèse, quoi. Exactement. Postparthèse. Postparthèse. C'est une excellente tu peux déposer le nom si tu veux. Postparthèse. Allez, on y va. Franchement. Fabien. Voilà, tu peux Allez, c'est bon, ça suffit les jeux de mots. Okay, ouais. Et t'avais pu choisir les membres de ton jury, ou c'est des spécialistes de
du Gravétien ou des choses comme ça qui sont intervenus sur ta thèse? Alors du coup, les membres de mon jury, je les ai choisis ensemble avec mes directeurs de thèse. Ouais. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton jury et tout ça. Est-ce qu'il y a des gens... En gros, la question, c'est est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais travailler après Parce que du coup, ça fait un contact très privilégié avec les membres du jury. Et donc voilà, du coup, moi, j'avais déterminé plusieurs noms. Donc il y avait des spécialistes du Gravétien, mais il y avait aussi des spécialistes des modélisations de niches écologiques et des modélisations du climat, parce que du coup dans ma méthodologie de modélisation, j'utilise des modèles de climat et tout ça pour faire mes modèles. Et il y avait également un géomorphologue donc, qui est spécialisé sur le nord de la France. Enfin, bon, bref. Et voilà. Et après, en fait, on a adapté cette liste à j'allais dire availability, enfin le fait que les gens étaient dispo. La disponibilité. J'ai des trucs comme ça aussi des fois. Genre t'as les mots en anglais, t'es là genre bon, alors en français c'est quoi déjà? Ça arrive. Donc c'est la disponibilité des différents membres. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y avait des gens qui nous ont dit ah ben non, moi je suis pas dispo, non. Et aussi, il y a plein de règles toutes pourries de l'ED en mode il faut qu'il y ait une parité, il faut qu'il y ait la moitié des professeurs, ouais. Au moins la moitié qui soient professeurs. Les rapporteurs, c'est des professeurs. Voilà. C'est un peu chiant à construire un jury de thèse. C'est un peu compliqué, ouais. Ouais, c'était hyper chiant. Et du coup, moi, mon jury, en fait, on n'a pas réussi à respecter la parité parce que... Moi non plus. En fait, Mais parce qu'en fait, ce qui est la sous-représentation des femmes au niveau des professeurs fait que du coup, soit elles sont ultra sollicitées pour tous les jurys de thèse, donc elles sont pas dispo, enfin elles peuvent pas faire 60 thèses par an, elles ont autre chose à faire. Et du coup, comme elles sont pas beaucoup, elles sont sollicitées. Mais toi, tu es obligé d'avoir au moins la moitié de tes jurys qui sont professeurs. Donc, tu peux pas non plus... tu es obligé d'en mettre des professeurs, mais tu peux pas trop... Mais je suppose aussi qu'il doit y avoir une certaine manière de contourner ça. Par exemple, si dans une spécialité, il y a vraiment genre 20% de femmes et 80% d'hommes, tu vas dire je veux bien essayer de respecter la parité, mais après, elle est déjà pas présente. Tu fais au mieux, mais... Ouais, en fait, la parité, c'est pas une règle obligatoire, c'est plus... Professeur, c'est obligatoire. Ouais. Et rapporteur des professeurs aussi. Et moi, pour le coup, j'avais demandé à plusieurs femmes, et en fait, soit elles n'étaient pas dispo, soit elles lisaient pas le français. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça. Mais t'es pas obligé de la mettre en anglais, ta thèse, quand tu la... Non. Ah. T'es obligé, tu peux choisir. Mais en fait, faut que l'école doctorale demande que tu aies des raisons pour l'écrire en anglais. Il faut que tu le justifies, par exemple, avec des membres du jury qui sont anglophones uniquement, et que du coup, pour qu'ils puissent lire ta thèse, il faut que ce soit en anglais. Mais si tu prends qu'un jury français et que tu dis je vais la faire en anglais, ils vont te faire pourquoi? On est en France, tu l'écris en français. C'est pour publier dans Science. Mais en fait, si tu l'as fait sous forme d'articles, tes articles sont forcément en anglais. Donc le reste de la thèse, ton intro, ta problématique et tout ça, tu peux les écrire en français. Donc ça, c'est pas publiable en fait en soi, directement. Mais ouais. C'est pas des articles. Tout à fait. Moi, j'ai des questions sur ton parcours parce que... alors moi, j'ai fait biologie. Et du coup, je me dis que j'aurais peut-être pu atterrir dans ta branche, vu que tu sais environnement. Donc en fait, il aurait fallu que je fasse quoi? Géologie? Alors, avec une licence de bio, tu aurais pu intégrer le master donc préhistoire que j'ai intégré à Bordeaux. Ok. Alors, le nom du master, c'est biogéosciences, un nom un peu tout pourri, mais en gros... On a mis tous des bouts de mots et on a fait un Biogéochimie, c'était le truc de Tania. Ouais. Elle connaît Tania. Oui, Oui, Tania. Maxwell. On a soutenu un jour d'écart. Oh. Je sais pas si on avait reçu Tania quand on l'avait soutenu, par contre. Non. Elle n'avait pas encore soutenu, ouais. Et je sais plus. Et du coup, tu fais t'as un équivalent de master, du coup, ouais. Le master, donc c'est un master anthropologie biologique et préhistoire. Ok. Donc en fait, on a un semestre où on fait de tout. Et il y a aussi une branche dans le master, une branche archéothanatologie. Donc c'est l'étude de la mort en préhistoire. Okay. C'est genre le légiste, mais du côté pas médecin, quoi. C'est le légiste de la préhistoire. Exactement. Il y a plein de médecins légistes, d'archéothanatologues qui sont en fait des archéologues légistes aussi. Ou qui s'engagent dans cette voie. Enfin bon, bref, c'est passionnant, je trouve, l'archéothanatologie.
J'étudie les morts récents et d'il y a 10 000 ans. Voilà. Ça va, vous? Moi, mon panel, c'est les morts de maintenant jusqu'à ce qu'on trouve plus rien, en fait. Mais après, je suppose qu'à toute façon, un médecin légiste, il est plus à même d'observer des crânes ou des choses comme ça et de dire, bah là, il y a eu telle fissure, donc effectivement, il a été frappé par par un objet quelconque, etc. D'identifier des maladies aussi sur les... alors, c'est pas... bon, les médecins légistes, en soi, pas nécessairement, mais en tout cas, les archéothanatologues, c'est exactement ce type de problématique qu'ils étudient. Donc, c'est par exemple, ils peuvent déterminer des pathologies, des trucs que tout le monde connaît, c'est l'arthrose par exemple. Ils peuvent être là, genre, telle personne. Il y a des trous où les articulations sont cartilagineuses qui explosent. Ou des trucs voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi toute l'étude des sépultures pour voir en fait comment un corps se décompose. Et en gros, par exemple, si vous avez un corps qui croise, si vous trouvez un squelette avec les mains croisées sur le torse, c'est obligatoirement qu'il y avait quelque chose qui maintenait ses membres contre son torse au moment où il s'est décomposé. Sinon, parce qu'en fait, sinon, en fait, quand on meurt, au bout d'un moment, notre corps il traverse ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, et donc en fait, on va relâcher tout, et on va aussi être rigide, et on va pas pouvoir remettre, par exemple, les bras sur le torse. Voilà. Du coup, donc, ça veut dire qu'au moment où il y a eu ce processus de décomposition, il y avait des liens ou un linceul ou un truc qui maintenait les bras contre le corps. Donc voilà, c'est un petit peu c'est des petites enquêtes en fait. Et tu posais la question de comment ils savent, comment les préhistoriens arrivent à dire ça. En fait, c'est vraiment genre, on est un peu des enquêteurs, on cherche des mini-indices et tout ça. Détective, archéothanatologue. C'est ça. Et tu parlais de modélisation climatique et de modélisation. Ce que tu entends par modélisation, c'est des logiciels informatiques en gros. Tu fais des prédictions de trucs, tu lances un calcul mathématique qui va te dire il y a plus de chances que ce soit ça. Il y a des voilà. Alors oui, exactement. Alors dans les faits, c'est ça. La modélisation, en gros, l'idée, c'est d'essayer de recréer un phénomène, de le modéliser, quoi. Donc ça veut dire qu'on va essayer de reprendre tous les paramètres et de le simuler. Donc dans les faits, effectivement, moi j'utilise beaucoup de programmation. Voilà. Donc pour le climat par exemple, alors c'est pas moi qui fais mes modèles de climat, mais en gros c'est des modélisateurs du climat qui vont avoir une grosse machine où ils vont rentrer plein de paramètres et ils vont simuler en fait une Terre avec ce climat-là. Dans une époque en particulier. Voilà, c'est ça. Avec certains paramètres qui correspondent à l'époque. Et après, ils vont pouvoir simuler, par exemple, la température de l'eau, l'étendue des glaciers, la précipitation. Et donc ça va nous permettre d'avoir des cartes, un peu comme la météo, en fait, mais pour le passé. Après, il y a beaucoup de... C'est très incertain. Les modèles, il ne faut pas les prendre comme des choses vraies. C'est avant tout un exercice intellectuel aussi pour réfléchir à l'influence de certains paramètres sur les processus qu'on étudie. Et voilà. Ok. Et ça m'a fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce qui s'est conservé de cette époque-là? Parce que là, tu parles des silex, toi tu récupères les silex, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre et qu'est-ce qui a complètement disparu, qui disparaît très vite en fait dans le temps? Les corps. Les corps, oui. La chair. La chair, oui, ça c'est sûr. La chair, les cheveux, les vêtements. Alors, ce qu'on retrouve le plus dans les sites, c'est donc la pierre. Donc, on retrouve du silex, mais il y a aussi d'autres types de roches, comme du quartz, des roches volcaniques. Enfin, on peut avoir plein de choses. Ensuite, on a les os. Ouais. Donc, les os des animaux et les os humains. Alors, plus rarement, on peut retrouver du bois, mais c'est très très rare. C'est vraiment dans des contextes particuliers, notamment dans des tourbières ou voilà, dans des milieux anoxiques, je pense que ça s'appelle. Bref. C'est des bois qui sont un peu fossilisés. Exactement, c'est des bois fossilisés, mais c'est très très rare. Il y a certains sites avec notamment des épieux en Allemagne. Qui date de la période de Néandertal. Alors, je ne sais plus la date exacte, mais voilà.
Et je trouve ça assez cool. Enfin, ça veut dire qu'il faisait des épieux avec du bois. Enfin, après, ça peut sembler logique, mais le fait de retrouver la preuve, c'est fou. C'est quand même cool. Voilà. Après, on peut aussi retrouver des coquilles, coquillages, voilà, notamment qui peuvent avoir été employés comme des parures, des perles. Et voilà. Aussi, un type de vestige intéressant, ça peut être aussi l'ocre, des pigments d'ocre. Okay, ouais. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ok. Et avec ça, du coup, vous arrivez à reconstituer parce qu'il y a telle condition dans le sol à cet endroit-là, à tel moment, etc. On est à peu près à telle période, ils ont telle culture, donc ça ressemble plutôt à cette période. Et à essayer de cadrer un peu. Et du coup, quand vous avez ce type de... Est-ce que c'est rare de trouver des trucs nouveaux, genre de découvrir des nouvelles pratiques culturelles, ou est-ce que... C'est une super bonne question. Allez, on est reparti pour 3 ans. D'ailleurs, du coup. Non, mais c'est une très bonne question. Alors en fait, il y a plusieurs façons de découvrir ou redécouvrir des pratiques culturelles. Moi, je dirais que c'est rarement quand on... Enfin, ça peut arriver quand on fouille des sites, mais je pense que c'est pas la majorité. C'est-à-dire que voilà, on peut, par exemple, je pense à une fouille assez récente en Bretagne pour une période plus récente du Paléolithique qui s'appelle l'Asilien, où en fait on a retrouvé une plaquette gravée avec un dessin dans une période où on pensait pas du tout que ce style existait en fait. Mais pourtant, voilà, tous les indices chronologiques concordent avec cette autre période. Donc en fait, enfin voilà. Donc ça, c'est par exemple, c'est un type de découverte un petit peu révolutionnaire entre guillemets, qui en tout cas remet en question nos paradigmes, notre perception de l'évolution culturelle, et dans ce cas précis de l'art, mais ça peut être dans tous les cas, enfin dans tous les types de comportements. Et la deuxième façon, je pense, qui est plus fréquente, c'est en fait quand on va réétudier des trucs avec une nouvelle approche. Donc, je prends l'exemple, par exemple, des travaux de mon directeur de thèse. Donc, lui, il a fait sa thèse dans les années 2000 sur le Gravétien moyen et sur, en fait, un type d'outil particulier qui s'appelle le burin du Reis. Enfin, bon, bref. On pensait donc avant que c'était un burin. Et lui, en fait, il est allé l'étudier d'un point de vue qu'on va appeler technologique, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'étudier la forme de l'outil, il va étudier la façon dont il est utilisé, enfin, dont il est créé, ou en tout cas dans quelle sorte de chaîne opératoire il s'intègre. Et ce qu'il a mis en évidence, qui était relativement révolutionnaire pour la compréhension de cette période, c'est que en fait, ce n'est pas du tout un outil, ce petit burin du Reis. C'est un nucléus, c'est-à-dire que c'est une matrice pour créer d'autres outils. Ah, c'est comme si tu faisais un rondin de bois et qu'après tu en faisais une table, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, donc, à partir de ce petit burin du Reis, on fabriquait des petites lames qui étaient utilisées comme des armes. Ok. Et donc ça, par exemple, c'était pas du tout connu avant. On n'avait pas découvert ces petites armes, etc. Et ça a vraiment changé notre perception du Gravétien moyen, parce qu'en fait, quelque chose qu'on pensait être un autre type d'outil, et puis finalement, c'est pas... Enfin voilà, c'est un type d'outil parmi d'autres. En fait, c'est carrément toute une façon d'envisager la création d'armes, avec une façon très codifiée de les fabriquer, qui ne se retrouve pas du tout dans d'autres sites où on ne voit pas cet outil. Oui, parce que là, c'est vraiment une chaîne pas d'assemblage, on va dire, mais en gros, ils partent d'un truc de base, un rondin de bois, et après ils le taillent pour faire des petits machins qui sont transportables, qui vont ensuite être détaillés en la pièce voulue à la fin. Donc c'est vraiment... il y a une réflexion de comment est-ce qu'on amène cet outil jusqu'à la fin. Et exactement. C'est pas juste, tu attrapes ton rondin, tu tailles ta flèche et on taille des flèches, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est un concept qu'on appelle la chaîne opératoire.
et qui a été beaucoup, qui s'est généralisé en préhistoire. C'est un outil qu'on a utilisé en préhistoire de façon beaucoup plus fréquente et voilà, à partir d'environ des fin 90 début années 2000. Donc en fait à ce moment-là, on a vraiment, on a pu en fait revisiter toutes ces périodes de la préhistoire avec ces nouvelles lunettes. Et ça nous a fait découvrir vraiment plein de trucs. Et donc aujourd'hui, moi je me dis, mais je pourrais pas travailler sans cette nouvelle vision du paléolithique supérieur et même du paléolithique moyen, etc. Machin, quoi. On pourrait pas faire tout ce qu'on est en train de faire. Et donc aujourd'hui, on a plein de nouvelles méthodologies aussi qui sont en train d'être développées. Une qui est intéressante, je trouve, c'est notamment en tracéologie. Donc la tracéologie, c'est on va regarder les tranchants des outils ou leurs parties supposées actives, et on va essayer de regarder avec un microscope très puissant quels sont les petits esquillements ou les petites cassures qu'on voit, et à partir de ça, on va pouvoir inférer certains types d'activités. Ah, à quoi ça a servi ? Qu'est-ce que ça a coupé en gros ? Voilà, exactement. Est-ce que ça a coupé de la chair ou du bois, quoi ? Est-ce que ça a coupé même ? Est-ce que ça a percuté ? Est-ce que ça a... Enfin voilà, il y a plein de... Et ça, c'est une discipline qui s'améliore de plus en plus par l'utilisation aussi de moyens techniques plus puissants, avec des microscopes plus puissants. Et est-ce que vous faites des expérimentations dans ce cadre-là ? C'est-à-dire que vous refaites vous-même des silex et vous testez qu'est-ce que ça peut être le truc, à quoi ça servait ? C'est la base. Trop bien. Tu tapes avec ton truc comme ça. Ça fait quoi ? Aujourd'hui, j'ai fait 200 pointes de flèche. Parce que demain, je vais les fracasser contre du bois pour savoir qu'est-ce que c'était ce truc, à quoi il servait. Mais c'est exactement ça. J'ai des collègues, vraiment, leur taf, c'est de refaire des outils et après de les jeter sur des carcasses. Et c'est ça, genre 100 fois et tout. Et ensuite, ils étudient et ils sont regardent là, un microscope, alors ça fait toujours la même strie, là. C'est exactement ça. Des enfants. C'est trop cool. C'est trop bien. Là, c'est pour les gens qui écoutent. Si jamais un jour vous voulez faire des trucs un peu marrants, vous aimez un peu la programmation, un peu les cailloux et jeter des trucs, voilà. La préhistoire. C'est un peu manuel. La préhistoire, c'est vraiment votre... Vous aimez Minecraft ? Rien à voir. Ok. Je propose qu'on passe sur une partie un peu plus personnelle de la thèse, à savoir comment as-tu vécu ces 3 ans de thèse, personnellement ? Alors, disons que beaucoup de hauts et de bas. Ouais. Je me suis vraiment beaucoup épanouie intellectuellement et professionnellement parce que, j'ai eu la chance de m'entendre très très bien avec mes directeurs de thèse. Et même, en fait, ce qui était vraiment génial, c'est que ils me considéraient vraiment comme une collègue, en fait, au final. Et donc, on pouvait vraiment discuter. Ils me donnaient des conseils, mais moi, je pouvais choisir de les écouter ou de faire autrement. Enfin, c'était vraiment des discussions. Et ça, c'était hyper stimulant et hyper cool. J'ai beaucoup appris. Et puis, je me suis beaucoup amusée, notamment dans toute la partie programmation, parce que moi, j'aime bien un peu les casse-têtes et tout ça. Et pour ceux qui font de la programmation, vous savez que la plupart du temps, on résout juste les bugs. Oui. Et on est en train de péter un plomb sur... Écrire la ligne de code, c'est le plus simple. Résoudre les bugs, tu fais, j'ai envie de crever. C'est exact. Vive Stack Overflow. Et Google. Mais donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis aussi, j'ai fait des rencontres vraiment... qui ont changé un peu ma vie. Des gens avec qui je suis amie et qui sont des personnes très importantes pour moi aujourd'hui. Après, je dois avouer que c'était vraiment difficile par certains moments. Plutôt psychologiquement ou... Ouais. Alors, je pense que moi, de base, je suis quelqu'un je suis un peu trop perfectionniste. Moi, je suis biaisée, Audrey, elle m'a déjà tout dit. C'est une copine. C'est vrai qu'elle me ramassait à la petite cuillère assez souvent. Mais ouais, oui, je sais plus ce que je disais du coup, mais... T'es perfectionniste, pardon, j'ai coupé la parole, j'ai fait exactement ce que j'avais dit. Ouais, non mais t'inquiète.
Donc ouais, je suis un peu trop perfectionniste, du coup ça fait que je me mets beaucoup la pression. Et en fait, c'est un milieu qui est déjà très compétitif. Et donc on a déjà beaucoup de pression du milieu en général pour publier, travailler vite, travailler beaucoup, ne pas prendre de vacances, voilà. Et en fait, moi, je me suis un peu laissée entraîner dans cette dynamique. Et donc, ce qui fait que en fait, j'étais constamment sur les nerfs, en stress. Il y a des moments que j'arrivais à décrocher quand je prenais des vacances, mais en particulier toute ma dernière année de thèse, j'ai pas du tout réussi à sortir de cette dynamique. Et ça a été quand même assez dommageable sur ma santé, notamment l'année post-thèse, qui était vraiment, pour le coup... Ouais, je dois dire que... Si t'as passé un an à te mettre à fond dans le truc et à dire il faut absolument que je publie, que je machin, et que je truc, quand ça a dû s'arrêter... C'est le contre. T'as dû sentir le vide. C'est le vide, et en même temps, t'es encore dans cette dynamique. Parce qu'en fait, t'as été un peu formaté. Et du coup, moi, je me mettais à fond la pression, alors que ça va, j'étais en première année post-thèse, il n'y a pas besoin de... Enfin, il n'y a pas le feu au lac, quoi. Avec 2 salles, 2 ambiances, nous deux, quand on en a discuté, on était là, alors rien à voir. On n'a pas dit... Non, mais moi, j'ai vraiment trop travaillé cette année, et vraiment, j'ai fait un burn-out, en fait. Ouais, je le dis à l'antenne. Voilà. Mais donc, ça, c'est vrai que c'est une chose qui était plutôt un bas, on va dire, un point négatif. Mais sinon, oui, après, sinon, les choses plus négatives, c'était plus les petits dramas au labo, tous les débats sur la loi programmation recherche. Ça. Et l'angoisse de l'avenir, du fait que tout le monde dit qu'on n'aura pas de travail, qu'on va galérer, qu'on n'aura pas de travail avant 10 ans. Donc tout ça, c'est vrai que c'est... En fait, ça crée un peu une ambiance anxiogène qui fait qu'on n'est jamais trop tranquille. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que je me suis soignée et parce que j'avance. Et parce que t'as un postdoc, surtout. Et parce que j'ai un postdoc. C'est surtout ça, en fait. Enfin. C'est parce qu'après avoir sorti les rames pendant un an pour essayer de trouver de postdoc, elle a un postdoc, en fait. C'est ça, surtout. Et dans le coin, t'as pu garder un poste aussi ou t'as bougé Elle était déjà pas là. Alors donc du coup, moi, cette année, j'étais en Belgique pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai postulé dans plein de projets. Et j'ai obtenu, enfin, un projet de 1 an à Paris, à l'Université de Nanterre. Oh. Et donc, c'est un super sujet donc, qui est plus axé sur l'histoire de la préhistoire, du coup, de la discipline. Où, en fait, je vais essayer de réfléchir à la façon dont les préhistoriens travaillaient sur le terrain et comment, en fait, leur approche de la préhistoire, de la fouille, des collections, ça a influencé notre perception du Gravétien, du coup. Ok, donc en plus, tu restes sur la même période que... Voilà, c'est ça. Ok, stylé. Mais avec un petit angle d'attaque un peu différent. Oui, une vision plus de réflexion sur les pratiques scientifiques de l'époque et de comment elles ont évolué et s'influencent les unes les autres. C'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, quand on fouille un site archéologique, en fait, on le détruit. Oui. Et on détruit plein d'infos. Et donc, selon les différentes époques, et il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on ne va pas critiquer les archéologues du XXe siècle pour leur méthode. Enfin, on peut critiquer, mais ils avaient la méthode qu'ils avaient, en fait. Voilà, et voilà, nous, on a évolué aussi parce qu'on a réfléchi à comment eux, ils travaillaient. Enfin, voilà. Donc ça, ils ont fait au mieux avec les connaissances de l'époque. Ouais. Voilà. Mais quand même, c'est important de savoir comment ils ont travaillé pour justement savoir ce qu'on peut dire ou pas de ces collections qui, en fait, représentent 80-70% des collections archéologiques qui ont été fouillées en tout, quoi. Donc, c'est quand même une source d'infos assez grande que je trouve qu'il serait dommage de mettre de côté juste parce que ça a été fouillé avec d'autres méthodologies. Okay. Pour un truc à rien à voir et pour revenir, pour mettre une note peut-être positive par rapport à ta période de thèse,
t'avais des loisirs, des trucs que t'aimais bien faire pour sortir de ta thèse? Genre, c'est quoi tes petites passions? Alors... Minecraft. Non, ça c'est ta passion, on a compris. Non. Non, mais Terraria, par La version géologie de... C'est ça. Ouais, ça c'était dans ma phase confinement, je jouais beaucoup à Terraria. Okay. Alors, moi en fait, ce qui était un peu compliqué dans ma thèse, c'est que dans les 2 premières années, j'étais souvent en mission. J'ai dû faire des missions à Paris et en Dordogne mais pendant Paris j'ai passé 4 mois et Dordogne j'ai passé 6 mois et donc c'était compliqué d'avoir un peu une activité genre à l'année voilà, mais en dernière année de thèse j'ai fait de la danse, voilà, donc ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Après oui, moi j'aime bien effectivement les jeux vidéo. Les thésards, c'est tous des geeks, c'est terrible. Oui. Je pense que c'est un truc universel, quelle que soit la discipline. Les thésards sont des geeks. Mais moi je trouve ça assez logique en vrai. Mais c'est trop bien. Déjà, c'est trop bien. Mais aussi parce que vraiment le jeu vidéo, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc de recherche, d'exploration, de machin, et c'est forcément des traits liés aux gens qui aiment de la recherche, tout simplement. Ouais, et puis il y a un côté imagination aussi. Et voilà, après, moi j'aime beaucoup lire, donc j'essayais en fait... j'ai plein de collègues qui n'arrivent pas à lire de romans, parce qu'en fait ils passent déjà leur journée à faire de la biblio et tout, donc ils sont là, j'en ai marre de lire. Et moi j'avais un peu ça au début, mais en fait je me suis forcée à garder une habitude de lecture sur des lectures de loisirs. Et ça me faisait énormément de bien en fait, parce que du coup ça me permettait de sortir et d'arrêter de voir la lecture comme un truc contraignant et un truc chiant que tu fais pour le travail. Et donc ça, c'était vraiment... c'était une des choses que, au début, je me suis un peu forcée, mais maintenant, je suis trop contente d'avoir gardé cette habitude. Et tu lis quoi? Plein de trucs. J'aime beaucoup la fantasy. Les classiques. Oh, les geeks, quoi. Alors, Suis-je étonné? Et la fantasy. J'adore Le Seigneur des Anneaux. Et... la science-fiction, j'avoue que je connais moins cette littérature. Après, j'aime bien les romans, un peu la littérature classique. J'aime un peu tout, en fait. Dernier roman lu? Dernier roman lu, Van Gogh. C'est un roman jeunesse de Timothée de Fontbelle. Ok, je connais pas du tout. Qui est trop cool. Donc je vous le conseille. C'est un roman d'aventure. Ça se prononce Van Gogh par contre, je crois. Non, c'est Van Gogh. C'est le nom du personnage. En plus, il a un nom italien. Il vient de Sicile. Il va pas mettre ton manteau du coup. Porter mes vêtements italiens, j'adore. Ok, Van Gogh, très bien. Bon, écoutez, est-ce qu'il serait pas l'heure du coup de résumer cette thèse? On a fait le tour, t'as rien d'autre à rajouter, des trucs qu'on aurait oublié de mentionner ou... Non, je pense pas. Le Gravestien, c'est gravé bien. C'est grave bien. Mes collègues ne sont pas toujours d'accord, mais... Vous avez des batailles un peu toute seule. En fait, j'étais la seule du labo à bosser sur le Gravestien et du coup tout le monde était là avec tes trucs tout pourris et tout, genre parce que en plus les outils que j'utilise sont tout petits et mes collègues ils bossent sur des périodes où soit c'est des gros outils en quartz et tout, soit c'est des trucs un peu plus gros et donc ils se moquaient. C'est pas des hommes tes collègues? Oui, on s'entend bien. On se chamaille parce que eux, c'est des singes qui font leur... Ouais, voilà, en plus. Non, mais voilà. Toi, tu dis le chaînon manquant et eux, ils sont sur des primates, quoi. Enfin, voilà. C'est ça, Mais toi, t'es la période la plus avancée, donc c'est plus évolué. Bah oui, c'est plus évolué. C'est ça. C'est parce que c'est minutieux, en fait. Ils comprennent pas. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Ça, c'était un de mes slogans de thèse. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Plus c'est pipou. Je fais 1m85. Je fais 1m60. Bim. Allez. Laura est plus mignonne. Super. On apprécie fortement.
Bon, bah, du coup, je vais lancer l'interro de Robin. Ah, je t'en supplie. Eh ben, c'est l'interro de Robin. C'est l'interro de Robin. Ok, donc. Ah oui, parce qu'on l'a pas dit. Là, il a, en gros, en une phrase, il doit résumer ta thèse. Ok. Voilà. Et après, tu peux dire si c'est bien, pas bien, ou compléter s'il manque des trucs. Et j'ai fait exprès de ne pas noter le moment où tu as dit je vais résumer ma thèse pour pas la répéter. Ah oui, pour pas la répéter. Yes. Mais il était question du coup d'étudier du coup l'impact écologique et je suppose aussi un peu technologique et culturel de cette période-là. Donc d'étudier donc l'impact technologique, écologique et culturel. Elle dit pas le titre. Non, je dis pas le titre, mais c'est juste pour Le me titre. retrouver. Sur du coup cette période du Gravétien et sur les hommes préhistoriques du coup de cette période-là. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. C'est l'impact du climat. Et également, effectivement, Enfin, t'as sur raison, les hommes et sur on tout n'a ce pas qui trop était, parlé, mais des facteurs aussi culturels et Ouais. enfin d'autres facteurs sur ouais, les pratiques, enfin la fabrication des outils de ces hommes Ok. et femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui chassaient ou pas. Alors ça, je ne saurais te dire. On sait pas. Je crois que, Non, ouais, parce que ça fait partie- Manon Bril Ouais, avait parce que dit que. Ouais. C'est Marco. Il me semble que Manon Bril avait J'ai dit que. une reco préhistorique, s'il te plaît. passe-la-moi. Ok, je donne pas l'anecdote. Je te laisserai la donner. Cool. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Anaïs d'être venue nous présenter ta thèse. Bah, avec plaisir et merci à vous. On va passer juste un petit moment de recommandation culturelle afin de permettre de glisser tranquillement vers la conclusion de cet épisode. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire du coup ? Ça, c'est bien. Alors, du coup, donc ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais c'est un livre qu'on m'a offert et que j'ai vraiment trouvé passionnant. Enfin, je l'ai dévoré. C'est un livre de vulgarisation en histoire qui s'appelle Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal, par la chercheuse Charlotte de Castelnau-l'Étoile. Donc le 20 août 1700, à Salvador de Bahia, au Brésil, la noire Pascua, aujourd'hui libre, qui fut la captive de Francisco Álvares Távora, est arrêtée par l'Inquisition. Elle est embarquée sur un bateau vers Lisbonne où siège le tribunal du Saint-Office. Pascua est accusée de bigamie. Elle s'est mariée au Brésil alors que son premier conjoint, épousé en Angola, est encore vivant. Les sources du procès de Pascua nous sont parvenues, mettant au jour la réalité des sociétés esclavagistes de l'Atlantique Sud, ainsi que le contrôle de l'Église, tant sur les esclaves que sur leurs maîtres. Les minutes du procès témoignent du caractère pointilleux de la justice inquisitoriale, dont l'enquête minutieuse est menée sur 3 continents, révélant ainsi une étonnante préoccupation pour le mariage des esclaves. Elle donne la parole à une femme qui, face au terrible tribunal de la foi, ne s'avoue jamais vaincue. C'est la voix de Pascua, esclave d'abord en Afrique puis en Amérique, que ce récit fait entendre. Et donc le livre a eu le prix du livre d'histoire du Sénat 2020 et le prix lycéen du livre d'histoire des rendez-vous de l'histoire de Blois de 2020 également. Et je le recommande parce que c'est super bien écrit, c'est super bien vulgarisé et c'est vraiment passionnant sous tout aspect en fait. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est un peu ce qu'elle dit dans la fin du synopsis, c'est que vraiment ça met en évidence comment une femme esclave, donc qui est une position sociale quand même très très contraignante, donc en fait on pourrait se dire si elle est victime de sa vie et elle a une vie de merde, en fait elle réussit, elle a des moyens de se battre pour ses droits, pour mener la vie qu'elle souhaite et tout ça. Enfin en gros je trouvais que c'était un message vraiment fort aussi. Voilà. Et ça a l'air super comme une enquête en fait, vraiment à un fond. truc, ça a l'air fou. On dirait un docu Netflix. Non mais c'est trop bien. Et en plus, vraiment, Pascua, c'est un personnage de romance, cette femme, et c'est trop stylé parce qu'elle a vraiment existé du coup. Ouais. Donc, voilà. Ça mais trop bien. Et toi Laura, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire ? Du coup, Marocco, c'est la reco sur la chasse. Ah, bien évidemment. Donc on parle de chasse. Moi, je vais recommander c'est la dernière vidéo, je crois, de C'est une autre histoire de Manon Bril, qui parle justement des femmes préhistoriques et de la chasse, pour savoir est-ce que les femmes préhistoriques chassaient. Tout à fait. Et voilà.
Une très bonne Donc, elle est vidéo. sortie il y a 9 jours. Il y a 9 jours. Et je l'ai déjà vue. Et c'est bien parce qu'on diffuse pas du tout demain. Du coup, On s'en fiche. Il y a 9 jours, le 30 décembre. Voilà. Donc elle est sortie en décembre. Quoi. Donc le 21 décembre, du coup. Oui, bah ça va. Bon, les maths, hein, tu vois. Voilà. Et oui, bon, Manon Bril, vous pouvez faire toute sa chaîne de toute façon. Bon, est-ce que tu la recommandes pas tous les 4 épisodes en même temps? Non, c'est faux. La dernière fois, j'ai recommandé les vlogs du de test cinéma. sont trop cool. Ouais. Les vlogs de test, je les ai vus aussi. Son podcast, Oye Oye. Ah, j'ai jamais écouté. Ah, tu l'avais recommandé, oui. Oui, je l'ai déjà recommandé. C'est un podcast qu'elle fait avec Alex Ramirez, qui est un comédien, humoriste. Ouais. Et ils font un peu un espèce de duo où elle, c'est la version histoire, j'ai des connaissances machin. Ils invitent un chercheur ou une chercheuse pour parler d'un sujet. Et Alex Ramirez, il fait tout le versant pop culture en lien avec ce dont on parle, donc, par exemple les pirates ou n'importe quoi. Le dernier, c'est sur les mousquetaires, il est super aussi. Oh, trop cool. Voilà. Ils font comme nous, il y en a une qui a eu un doctorat et l'autre qui fait des blagues. Voilà, en gros, c'est ça. Et c'est le même format. C'est la meuf qui a fait le doctorat et c'est le mec qui fait des blagues. Salut. Trop fort. On adore. Voilà. Écoutez, moi je vais vous recommander un de mes cadeaux de Noël que j'ai reçu et que j'ai bouffé en une demi-heure parce que je suis trop fan de ça. C'est la dernière BD de Théo Grosjean qui avait écrit L'homme le plus flippé du monde et qui s'appelle L'œil du cyclone et qui est vraiment un super livre. Alors, je vais essayer de voir si je vous trouve un petit synopsis. Mais en gros, c'est l'histoire c'est un peu, je pense, son histoire à lui où il raconte une rencontre qu'il a fait en histoire en école d'art avec une fille qui est plus ou moins devenue sa petite amie. Et en fait, ça raconte comment deux personnes un peu anxieuses se mettent en couple, voient la vie, pensent l'amour. Et il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a des pages qui sont vraiment extrêmement belles. C'est très BD Instagram, mais quand même, genre, je trouve ça fait beaucoup rire, Anaïs. J'ai l'impression que ça sent le vécu. Non. Mais en gros, voilà, c'est une super belle BD. En fait, pour la première fois, il passe aussi sur des couleurs qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Ah, mais ça a l'air chouette, ce style. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et tout ce que ça raconte est très chouette. J'aime bien les graphismes déjà. Il a un compte Instagram, non? Il a un compte Instagram, oui, je vois ce que c'est. il a un compte Insta. Et voilà, moi, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça trop bien. Voilà. L'œil du cyclone est un recueil de courtes bandes dessinées autobiographiques racontant la relation amoureuse entre deux personnages, se laissant peu à peu gagner par cette émotion à laquelle ils se pensaient hermétiques. J'aime beaucoup. Voilà, exactement. En fait, il y a beaucoup d'extraits, du coup. Il y avait beaucoup d'extraits sur Instagram. Je trouve ça vraiment trop bien. Et la fin m'a vraiment hypé. Et la fin est trop bien. La fin est vraiment trop intéressante parce que c'est une sorte de fin ouverte. Mais si on connaît un peu nos vies sentimentales et tout ça, on sait très bien que la fin n'est pas si ouverte que ça. Et je trouve ça génial. C'est parfait. Voilà, super BD à vous recommander. J'ai pas pleuré d'abord. Non, en vrai, ça va. Je pensais que ce serait plus violent, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes où tu fais ouh, oui. Il y a notamment une question qui pose au bout d'un moment qui est: est-ce que tu penses que l'amour ça dure toujours? Et toi, je connais ta réponse et c'est littéralement ta réponse. Et c'est très très dur. Je trouve ça très très dur à lire cette phrase-là. Mais après, c'est voulu aussi dans le passage et tout ça, etc. Donc c'est très chouette. Et puis il y a d'autres moments extrêmement beaux. Donc voilà. Pour les gens qui se disent mais non, mais l'amour c'est juste des réactions chimiques. Mais bam! C'est moi ça. Tu vis l'amour. La biologiste, c'est moi. Oui, alors oui, bah, du coup, dans ton cerveau, il y a des... Bon, il est temps d'arrêter de dire des conneries et de... Quelle connerie, on dit des trucs très, très sensés. Non, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Anaïs d'être venue dans le podcast, encore une fois. Bah, avec plaisir et merci à vous. Pas de souci. Bon alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si cet épisode vous a plu? Alors, si cet épisode vous a plu... C'est l'interro de Lolo. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, y compris Deezer, Apple Podcast et Spotify. Comme ça, je les donne dans un ordre différent, parce que sinon je dis tout le temps de la merde. Et vous pouvez mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu pour augmenter le référencement et faire en sorte qu'on soit plus écouté par des gens. Mettre des commentaires éventuellement aussi. Ouais, si des vous commentaires pouvez. sur les plateformes qui le permettent. Voilà. On est aussi disponible sur Ocha, évidemment, qui est l'hébergeur. Bien sûr. Bien sûr. Qui nous doivent des chocolats là. Qui l'a gagné des cadeaux. On a gagné. Non, on a gagné. C'était Zézou qui a gagné. Enfin, moi j'en ai gagné. Et toi, perso. Il a gagné 2 cadeaux. Trop Bref, des chocolats. Voilà. Et on peut aller aussi écouter les autres podcasts de Audio Mori. Bien qui sûr. sont, toujours dans les bons coups. Vous avez une petite carte là-bas si vous voulez. Ouais, on les a Qui faites. parlent de sexe et de sexualité. Et aussi Parlons sensibilité de gens. gens qu'on héberge maintenant. Et aussi Divine Féminine qui parle de sa vie amoureuse
Et sentimentale. Voilà, et de musique, qui relie ça à des albums de musique. Et je lâche ça parce que c'est un peu une exclue au moment où je vais te le dire à toi, mais... Tu vas sortir le nouvel épisode en janvier. Donc Oh ça sera là peut-être là. déjà sorti quand cet épisode sera sorti. Ouh là là. Voilà. Le mec, ça fait 3 ans qu'il nous tease on va sortir un autre épisode. 1 an et demi. J'ai compté. Je suis un peu marseillaise. Je suis la marseillaise du sud-ouest. Ouais, mais en vrai, ça fait presque 2 ans que j'avais rien sorti, donc là, je me suis dit, bon, faut que je me mette dedans et surtout, faut que je conclue cette putain d'histoire. Parce que c'est pas comme si tout était quasiment écrit, qu'il fallait juste l'enregistrer et le monter, quoi, mais voilà. Bah voilà. C'est parti. On est reparti. Bah Bon. écoute, je crois que t'as fait ça sans faute. C'est nickel. Nickel. Et non, rejoignez-nous sur Instagram. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Rejoignez-nous sur le Discord qu'on utilise Bientôt, puisqu'on de va temps faire, en temps. on va faire du Twitch. Hein. On va faire du Twitch. On a un Discord. Il y a un Discord. Il y a un- C'est intéressant. Oui, on a un Discord. Et sur le Discord, on peut venir poser des questions à Anaïs si vous avez des questions en plus à Ouais. lui poser. Mais elle peut aussi mettre des références de trucs qui peuvent l'intéresser. Et pour ceux qui veulent, on peut faire des jeux aussi. Hein. Mais trop bien. un On petit peut faire disque. des petits jeux Avec vidéo mes aussi. collègues, on voulait faire des live Twitch de jeux préhistoire et tout. Ah bah incroyable, on vient. Eh Voilà. ben écoute, ouais, à l'occasion, nous on devrait se lancer. Alors, quand le podcast sortira, on sera déjà lancé normalement, on sera au début. Mais franchement, à l'occasion, si vous voulez faire des trucs avec nous, ce serait avec plaisir. Ah ouais, à fond. Ben ouais. Je suis chaud. Bon, ça sera très certainement ici, donc tu vois, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de place. Je précise que ici, c'est ma chambre, qui fait 13 mètres carrés, mais ça peut se On négocier. trouvera un moyen. Mais oui, on trouvera une solution. Et on a aussi un compte Instagram que Ouais. j'anime avec Jean, qui est le deuxième co-host qui n'est pas là aujourd'hui, et sur lequel on mettra du coup l'info quand l'épisode sortira, et on partage. Moi, je partage beaucoup de trucs de vulga de temps en temps. Je fais des posts sur d'autres choses que taisez-vous. Et voilà. Elle met des blagues des fois aussi. Oui. Oui. Niveau approximatif. Ah, on n'est pas encore 1000, mais on est bientôt 1000. Sur Ouais, on Insta. est bientôt Wow. 1000 si vous voulez. Suivre Stylé. sur Insta, on est bientôt 1000. Influenceur, thèse. Ouais. Écoutez, un mec a pas fait de thèse, franchement. Ah bah ça va, tu l'as bien résumé pour quelqu'un qui n'a pas fait. Mais de je suis extrêmement bon vulgarisateur. Voilà. Mais c'était pas une thèse. Bon, bref. Et bien, super. Ben, merci beaucoup. On va pouvoir se dire au revoir et se dire à bientôt pour un prochain épisode de Taisez-vous. À bientôt. À bientôt, salut.